Donc voilà, donc c'était le professeur Hattori qui était censé faire cette présentation. Donc bon, là je le remplace, c'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, c'est la première fois que j'assiste à ce congrès, c'est un plaisir. Donc là on va donc parler un peu donc des nouvelles recommandations de l'assurance cardiaque en 2016. Et donc quand on s'est concerté avec le professeur Hattori, on s'est mis d'accord d'attirer un peu l'attention sur les points en fait un peu nouveaux, ce qui a vraiment changé. Donc voilà, donc ça va être inspiré donc des travaux qui ont été dirigés par le professeur Poniakowski. Voilà, donc les guidelines de EC 2016. L'insuffisance cardiaque, bien sûr, donc c'est une définition plutôt, donc c'est des signes, c'est un syndrome, c'est un ensemble de signes fonctionnels, des signes physiques qui sont dus à des anomalies cardiaques et structurales, donc et fonctionnels, entraînant une diminution du débit cardiaque ou une augmentation des pressions de remplissage qui surviennent au repos ou à l'effort. Voilà, ceci dit. Donc, s'il n'y a pas de signe clinique, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, on parle d'une dysfonction VG plutôt. Donc, en gros, les principaux points, donc, on va essayer un peu donc, de détailler. C'est une nouvelle classification qui a été proposée de l'insuffisance cardiaque, une nouvelle classe thérapeutique qui a été introduite comme traitement de fond, le sacubitril et le valsartan, qui est déjà commercialisé en Amérique du Nord sous le nom d'Entresto, selon l'étude Paradigme HF. L'ivabradine selon l'essai Shift, donc, qui est toujours là, donc, avec une présence forte. Voilà, donc, la resynchronisation qui a tout son intérêt, mais là, on a un peu, donc, augmenté le seuil de la resynchronisation à 130 millisecondes, parce que, au-dessous de ce seuil, la mortalité est augmentée. Donc, ces options thérapeutiques peuvent être utilisées isolément ou en association. Et juste un petit mot pour l'insuffisance cardiaque aiguë, parce qu'on n'aura pas vraiment le temps de tout détailler. C'est juste un petit message, c'est-à-dire mieux utiliser ce qu'on a déjà et être rapide, agir vite. Donc voilà, donc la nouvelle classification de l'insuffisance cardiaque, donc ça a été déjà vu tout à l'heure. Voilà, donc comme vous le savez déjà. Donc maintenant il y a une nouvelle classe, donc c'est cette insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection du VG entre 40 et 49% qu'on appelle mid-range. Voilà, donc c'est une nouvelle entité. Une insuffisance cardiaque à FEVG préservée quand elle dépasse 50% et une insuffisance cardiaque donc à FEVG altérée c'est moins de 40%. Bien sûr pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée au mid-range, donc il faut bien sûr associer, c'est-à-dire ces deux paramètres, l'augmentation des peptides natriurétiques ou à l'échocardiographie les anomalies diastoliques ou structurelles comme ça a été bien détaillé donc préalablement par ma collègue. Voilà, donc je passe. Pourquoi donc cette nouvelle entité? Parce qu'en fait, le phénotype de ce type de patient est différent des patients qui ont donc une FEVG préservée. Donc, cela surtout va stimuler un peu donc davantage de recherche scientifique dans ce sens, parce que il s'est avéré que ces tranches de patients avec cette fraction d'éjection entre 40 et 49% avaient quand même un mauvais pronostic à moyen et à long terme. Donc pour le diagnostic, bien sûr, c'est les signes cliniques que vous connaissez très bien, donc avec les signes typiques et moins typiques, fonctionnels, bien sûr, la dyspnée parasitique nocturne, les signes physiques, surtout les signes donc, de rétention hydrosodée. Le diagnostic, à part ça, devant les signes cliniques, on va rechercher deux entités, donc l'intérêt de BNP, dont les seuils ont été revus à la baisse. Donc déjà, c'est-à-dire un patient qui se présente pour dyspnée et un simple dosage donc, de BNP ou NT-proBNP, il peut déjà nous orienter vers une origine cardiaque ou pas. Donc les seuils actuellement donc préconisés sont pour le BNP 35 picogrammes par millilitre et pour le NT-proBNP donc 125 picogrammes par millilitre. Donc au-dessous de ces seuils, on ne peut pas parler d'insuffisance cardiaque. Bien sûr l'échocardiographie qui est donc un rôle primordial dans le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il y a aussi l'intérêt de l'imagerie, particulièrement l'IRM. Qui a donc un intérêt, donc c'est le gold standard pour l'évaluation de la FEVG, et surtout un intérêt pronostic en évaluant donc la fibrose, un très beau en cas d'insuffisance cardiaque, chez un patient déjà connu et suivi. Bon, les étiologies d'insuffisance cardiaque, ça n'a pas changé, donc c'est toutes les pathologies qui altèrent le cœur, avec une évolution péjorative, une mauvaise évolution, ils vont évoluer vers une insuffisance cardiaque. Voilà, donc le vif un peu du sujet si vous voulez, donc le traitement d'insuffisance cardiaque. Pourquoi donc le traitement? Le traitement parce que donc ça va permettre de réduire la mortalité chez ces patients, améliorer la survie, diminuer donc les réhospitalisations, excusez-moi, améliorer le pronostic de ces patients. Donc les incontournables, les trois molécules, donc toujours là, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les bêta-bloqueurs et les antagonistes des minéralocorticoïdes avec une recommandation 1-1. Voilà, donc bien sûr, chez ces patients-là, en utilisant ces molécules, il faut vraiment
essayer de viser les doses optimales, c'est-à-dire pas être les patients qui soient juste sous bêta-bloqueur ou IEC. Il faut essayer donc, bien sûr en fonction de la tolérance et une surveillance clinique approchée et bien sûr biologique, d'essayer d'atteindre les doses optimales. Voilà, donc ça c'est donc le nouvel arbre décisionnel. Bon, il n'a pas vraiment changé. On a juste ajouté donc les inhibiteurs, donc le sacubitril et c'est-à-dire le nouveau traitement, donc l'Entresto. Voilà, donc pour les patients qui tolèrent les IEC et qui sont toujours symptomatiques, donc chez ces patients, on peut proposer donc le sacubitril avec le valsartan. Voilà, donc pour les patients donc, qui sont toujours rapides et symptomatiques, avec une fréquence cardiaque qui dépasse les 60 battements par minute, donc l'ivabradine a toujours sa place, et même donc l'Agence européenne de médecine l'approuve même pour une fréquence cardiaque, donc plus de 75%, parce que ce n'est que bénéfique pour les patients en matière de survie. Voilà, donc le sacubitril valsartan, c'est la nouvelle molécule, donc il y avait donc beaucoup de recherches qui ont finalement donc conclu un bénéfice pour les patients donc qui sont sous IEC ou ARA2, bien sûr, qui le tolèrent, avec une fraction, avec une DFG qui est supérieure quand même à 30 ml par minute. Là, donc, chez ces patients, on peut proposer donc le sacubitril valsartan. Donc, il bloque la dégradation des peptides natriurétiques. Et juste un petit détail, c'est-à-dire que pour les patients qui sont sous cette nouvelle molécule, la surveillance, elle va se faire avec le NT-proBNP. Voilà, donc les mêmes mesures donc, de sécurité, de surveillance pour les patients qui sont sous IEC notamment, donc la kaliémie particulièrement, donc l'angioëdème et voilà, donc surveiller la fonction rénale régulièrement. Donc bon, pour les ARA2, ils sont donc proposés surtout en deuxième intention, donc c'est-à-dire les IEC restent les meilleurs en cas d'insuffisance cardiaque et les ARA2 donc si vraiment il y a une petite intolérance. Sinon, pour les patients qui ne tolèrent pas ou il y a une contre-indication majeure pour les IEC et les ARA2, on peut leur proposer l'hydralazine ou l'isosorbate dinitrate, mais bon, avec un bénéfice qui n'est pas vraiment prouvé. Mais bon. Alors, donc, pour les autres thérapeutiques, chez un patient insuffisant cardiaque, la digoxine. Donc, pour la digoxine, on peut la proposer dans deux cas, chez les patients chez qui on a optimisé le traitement et tout, qui restent symptomatiques, même s'ils sont en régime sinusal, on peut, bien sûr, si la fonction rénale le permet, la kaliémie particulièrement, on peut donc les mettre sous un petit peu donc, de digoxine, commencer par des petites doses, avec une surveillance comme une surveillance un peu rapprochée. Et pour les patients qui sont aussi en fibrillation auriculaire, qui sont déjà sous bêta-bloqueurs et qui gardent toujours une fréquence cardiaque rapide ou qui ne tolèrent pas les bêta-bloqueurs, donc on peut aussi leur proposer donc la digoxine. Voilà, donc pour les autres thérapeutiques, bon, les statines, à part les patients qui ont une cardiopathie ischémique avérée et documentée, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à les mettre sous statine systématiquement. Pour l'anticoagulation, donc avant, bon, quand j'avais commencé mon résidenat, il y a quelques années quand même, à chaque fois qu'il y avait un patient insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection VG qui était inférieure à 35%, on les anticoagulait systématiquement. Ben, c'est plus le cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. L'anticoagulation, elle a surtout sa place chez donc, les patients qui ont fait une fibrillation auriculaire ou un thrombus intravégé, donc c'est-à-dire une vraie indication d'anticoagulation. Et même les patients qui sont donc insuffisants cardiaques et sous hypocardiopathie ischémique au-delà de 12 mois, donc il n'y a plus d'intérêt donc de les garder sous, bien sûr sauf cas particulier quand même. Mais en général, donc après 12 mois, même s'il était sous antiagrégant plaquettaire, déjà synthé et tout, et en fibrillation auriculaire, donc il vaut mieux le garder juste sous anticoagulant. Pour les inhibiteurs de l'ARNI, ben, ils n'ont pas vraiment donc, de place. Donc, ils n'ont pas vraiment d'intérêt dans cette indication. Alors, les médicaments à éviter. Donc, les insuffisants cardiaques, quand même, ils ont un métabolisme quand même qui est un peu différent, qui est un peu modifié. Donc, il y a certains thérapeutiques qui sont vraiment délétères chez les insuffisants cardiaques. Donc, notamment la glitazone, donc les diabétiques. Donc, chez les diabétiques, il vaut mieux éviter cette molécule. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a certains qui disent, bon, les anticox-2 sont moins délétères, mais en fait, non, c'est sur le plan digestif. C'est-à-dire, les anticox-2, c'est-à-dire sont mieux tolérés sur le plan digestif, mais pas chez l'insuffisance cardiaque. Ça reste des ANS, donc, qui peuvent aggraver une rétention hydrosodée, donc, vaut mieux les éviter. Bien sûr, le verapamil, les diltiazène, les inhibiteurs calciques cardisants, c'est des inotropes, donc négatifs, sont donc contre-indiqués. Voilà, donc strictement contre-indiqués. Voilà.
Bon, pour le traitement électrique, je vais pas vraiment le détailler parce qu'il y a le docteur Chaidi qui va s'en occuper. Je vais être très bref, je vais juste le favoriser, c'est-à-dire, donc la place du défibrillateur implantable en prévention secondaire, bon là, il est clair, toute arythmie ventriculaire mal tolérée, voilà, donc chez un patient donc, avec une FEVG altérée, donc il doit bénéficier d'une pause de DEF, donc là, ça va de soi. En prévention primaire, par contre, donc chez un patient donc, qui a infusion cardiaque avec une FEVG inférieure à 35%, malgré 3 mois de traitement médical optimal, c'est-à-dire on a essayé quand même de booster les doses, on l'a traité idéalement, et voilà, et il reste symptomatique au-delà de 3 mois. Là, on est amené, donc, on peut lui proposer un DAI avec une recommandation 1A. Bien sûr, ça, c'est au-delà de 40 jours après un post-infarctus du myocarde. Voilà, donc pour la resynchronisation, bon, ce que je vais dire, c'est surtout pour les patients donc, qui ont un QRS large, avec un bloc de branche gauche, là c'est l'indication majeure, la meilleure indication pour resynchroniser, c'est quand donc, il y a un QRS qui est supérieur à 150 millisecondes sur un bloc de branche gauche complet en rythme sinusal et qui est toujours symptomatique, avec une espérance de vie de plus d'une année. Là, donc c'est la meilleure indication, donc c'est une indication A avec un niveau de preuve A. Et même donc les patients qui n'ont pas un bloc de branche gauche complet et qui ont donc un élargissement donc du complexe QRS et qui sont entre 130 et 149 millisecondes, eux aussi ils peuvent bénéficier donc d'une resynchronisation. Donc le plus important c'est que moins de 130 millisecondes vaut mieux éviter la resynchronisation. Donc là, pour l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection préservée, bon, actuellement la physiopathologie est mieux connue, ça c'est clair, mais toutes les études, toutes les thérapeutiques qui ont été essayées jusqu'à présent sont révélées négatives. Par exemple, même l'étude DIGPEF, donc utilisant la digoxine qui a inclus donc 1000 patients sur 2 ans, bon, elle a montré une diminution de réhospitalisation et de la mortalité globale, mais bon, après 3 ans, on n'avait pas vraiment donc, de bénéfice, on n'avait pas constaté une différence entre les deux groupes. Même les autres études qui ont donc intéressé donc les IEC, les ARA2, les bêta-bloqueurs, elles sont toutes révélées négatives. Donc pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il n'y a pas vraiment donc de nouvelles choses à faire. Et donc la meilleure thérapeutique, c'est la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et des comorbidités. Ce qu'on va faire, c'est juste en cas de décompensation aiguë, on va donc les mettre sous diurétique, les dépléter pour une petite durée, et voilà, et améliorer un peu donc leur mode de vie et mieux corriger les facteurs de risque cardiovasculaire. Bon, pour la FA aussi, donc je vais passer rapidement pour ne pas piétiner sur le sujet des camarades. Voilà, donc mais ce qu'on peut dire, c'est que pour bien sûr, toute fibrillation auriculaire mal tolérée chez l'insuffisance cardiaque, on va la choquer, donc ça c'est clair. On peut utiliser donc, surtout pour les patients qui sont très symptomatiques, en stade 4 de la NYHA qui ont une fréquence cardiaque qui est rapide, on peut utiliser la digoxine, bien sûr, si la fonction rénale le permet, on va utiliser donc la digoxine injectable de l'amiodarone. Les bêta-bloqueurs, bien sûr, restent le premier, la première arme à utiliser donc, en cas de fibrillation auriculaire chez l'insuffisance cardiaque pour diminuer la fréquence du cœur. Et voilà, donc, et pour les patients qui, malgré, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à ralentir et tout, donc on peut proposer une ablation de nos AV avec un pacing. Et bon, donc là, c'est une décision un peu difficile quand même. Par contre, chez les patients, c'est-à-dire qu'ils sont en fibrillation auriculaire, et qu'on a pu contrôler la fréquence, mais qui reste toujours symptomatique. Là, on peut, chez ces patients, discuter donc une ablation. Et bien sûr, donc, les antiarythmiques de classe 1 sont strictement contre-indiqués chez les insuffisants cardiaques. Donc, pour la gestion de la FH chez ces patients, donc, c'est les mêmes normes, c'est-à-dire on utilise le type de vasque, le Hasbled, donc, si on veut réduire, donc, on respecte les mêmes délais de 3 semaines de bonne anticoagulation ou la procédure rapide donc de faire pratiquer AMTE pour voir s'il n'y a pas donc de thrombus intra-auriculaire. Et là donc on peut réduire, bien sûr sauf cas d'urgence. Donc pour les troubles de rythme ventriculaire, bien sûr donc déjà le traitement de fond en lui-même c'est une prévention contre les troubles de rythme ventriculaire. Déjà donc un patient qui est donc sous bêta-bloqueur IEC, on essaie chez lui donc d'optimiser les doses. Déjà, on est en train de prévenir les troubles de rythme chez lui. Sinon, donc les autres alternatives, c'est le choc électrique externe, donc s'il y a une instabilité, et la pose de DAI, et le seul anti-arythmique qu'on peut utiliser, c'est l'amiodarone. Donc pour les troubles de conduction, donc chez les patients qui font par exemple, qui sont déjà sous traitement de fond et qui font des petites pauses de plus de 3 secondes ou qui ont une fréquence cardiaque inférieure à 50 battements par minute ou
s'ils sont en régime sinusal ou s'ils ont une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute, ils sont en FA, là on peut, c'est-à-dire on doit diminuer un petit peu la dose des bêta-bloqueurs. Sinon, chez les insuffisants cardiaques et qui ont un BAV de haut degré et chez qui on pense les appareiller, vaut mieux dans ce cas penser plutôt à une resynchronisation qu'un pacing. Donc pour l'hypertension artérielle, on va être un peu pratique. Donc voilà, déjà les 3 molécules qui sont, c'est-à-dire destinées à traiter l'insuffisance cardiaque, elles ont des vertus antihypertensives. Donc déjà un patient on a les IEC, les bêta-bloqueurs, donc les antagonistes des minéralocorticoïdes qui sont tous des antihypertenseurs. Mais si avec ces 3 molécules et on n'arrive pas, ou pour une raison ou pour une autre on n'a pas pu utiliser l'une des 3 molécules, et le patient est toujours donc à des chiffres tensionnels élevés, on peut proposer dans un deuxième palier les diurétiques thiazidiques. Bien sûr, toujours en faisant attention à la fonction rénale et à la calémie. Sinon, c'est dans le troisième pas, on peut proposer aussi la modipine. Donc, pour les comorbidités, ce qui est important donc, chez les insuffisants cardiaques qui souffrent déjà donc d'hypoxie tissulaire, qui sont déjà quelque part en bas débit. Donc, c'est surtout donc de corriger donc leur anémie ferriprive, ou c'est-à-dire donc une déficience en fer, il faut la corriger avec une recommandation de A, un niveau de preuve A. Et bien sûr, pour les diabétiques, la metformine donc reste la première molécule à utiliser. En ce qui concerne les autres comorbidités, s'il faut les prendre en charge, particulièrement donc l'apnée de sommeil, l'apnée obstructive, le syndrome d'apnée obstructive de sommeil, chez qui, c'est-à-dire on proposait donc des appareillages et tout avec une pression positive continue. Et on croyait que ça allait améliorer le pronostic, mais finalement, selon l'étude SAVE, qui a été pratiquée chez les coronariens, donc elle n'améliore pas du tout donc, le pronostic cardiovasculaire. Donc on ne va pas s'acharner à traiter, donc c'est le contraire. Il faut pas les appareiller. Donc bien sûr, comme on a déjà dit, pour le diabète, il faut éviter le glitazone et il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les anticox-2. Là, donc, à la sortie de l'hôpital, donc ça, c'est une étape importante. Une fois, donc, le patient, il était, par exemple, admis au chez qu'on a diagnostiqué une insuffisance cardiaque, on l'a pris en charge, on l'a mis sous traitement et tout, ou même un insuffisance cardiaque chronique qui fait donc des complications donc, aiguës, et voilà, donc, on le prend, on l'équilibre, on va le faire sortir. Là, en fait, ce qui est important, c'est d'adresser ces patients, c'est-à-dire de les coller, si vous voulez, donc avec un programme de réadaptation cardiovasculaire. Donc juste à sa sortie, donc dès même la première hospitalisation, c'est-à-dire programmer un peu, c'est-à-dire le timing des consultations, donc le brancher avec un centre qui sent bien la réadaptation cardiovasculaire, ou au moins lui donner donc des conseils pour qu'il fasse un exercice physique régulier, mais surtout pour suivre donc le monitoring donc, de ces médicaments. Voilà, donc l'exercice aérobie est recommandé chez ces patients avec un monitoring, donc voilà, donc, mais bon, là, on n'a pas les moyens de l'Europe pour les suivre à distance. Au moins, donc, on peut lui expliquer et s'arranger avec le patient pour qu'il vienne régulièrement et qu'il soit un peu, donc, voilà, donc, discipliné en matière de consultation et du respect donc, de ses rendez-vous. On peut, par exemple, proposer ce papier, donc, comme si, c'est-à-dire une checklist de sortie, où on peut noter, c'est-à-dire sa FEVG à la sortie, donc les signes cliniques, sa fonction rénale, tous les médicaments de fond qu'il prend pas, les doses et tout, son prochain rendez-vous. Et donc ça permet quand même un suivi plus précis et plus rapproché donc de ce patient insuffisant cardiaque. Voilà. Donc en cas de décompensation, ça c'est juste pour vous attirer un petit peu l'attention, c'est-à-dire les 3 molécules, bien sûr, donc je parle de bêta-bloqueurs, les IEC et les antagonistes des minéralocorticoïdes, parce que ce sont les molécules quand même qui ont donc diminué la mortalité chez l'insuffisance cardiaque. À chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une hospitalisation, ils sont admis même, par exemple, en OAP ou un truc comme ça, c'est-à-dire une décompensation aiguë. C'est au cas par cas. Si vraiment donc, la décompensation est mineure, il faut, c'est-à-dire essayer de ne pas arrêter ces médicaments, au moins donc diminuer un petit peu par exemple les bêta-bloqueurs si vraiment le patient est un peu gêné, et ne les arrêter que s'il est vraiment en choc cardiogénique ou en OAP massif. Mais sinon, il faut vraiment essayer de garder ces médicaments. Voilà, donc le dernier recours c'est la transplantation cardiaque.
Donc chez les patients qui restent symptomatiques sévèrement, qui sont souffrants, plus de 2 mois avec un traitement optimal, avec une VO2 max qui est inférieure à 12 cc par kilo par minute, et chez qui bien sûr donc l'état général, à part le cœur bien sûr, le permet, donc c'est tout un bilan à faire, mais bon là ça reste vraiment donc, le dernier recours. Donc au total, les IEC, les ARA2, les bêta-bloqueurs, les anti-aldostérone, oui, donc c'est le traitement de fond, c'est les piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est cette molécule, donc, le sacubitril/valsartan, donc, voilà, donc, qui bloque la dégradation, donc, des peptides natriurétiques. L'ivabradine, le défibrillateur, la resynchronisation, si QRS est plus de 130 millisecondes. Ça aussi, donc, c'est le deuxième pilier important, donc, de traitement de l'insuffisance cardiaque. Si c'est une insuffisance cardiaque aiguë, donc c'est vaut mieux donc utiliser ce qu'on a comme traitement déjà, c'est-à-dire les dérivés nitrés, l'oxygène, les diurétiques, mais rapidement. Et voilà. Et la meilleure façon donc de prendre en charge les insuffisances cardiaques, c'est surtout donc de prévenir. Voilà. Merci beaucoup. On remercie Dr Svito pour cette lecture exhaustive, pas aussi évidente, qui porte sur l'update de l'insuffisance cardiaque, dont la mortalité